Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission À l'origine. Ce matin, une émission exceptionnelle. Nous sommes au cœur de Jérusalem, dans le quartier de Nahalat Shiva. Un lieu exceptionnel a été ouvert, un musée de la musique juive. Pour ce faire, nous avons la chance d'être accompagnés par Nechama, guide de ce musée. Bonjour Nechama. Bonjour. Avant de commencer notre visite, pouvez-vous nous présenter le musée ? Voilà, alors nous on se retrouve dans un lieu très spécial et ici au musée de la musique et en fait il y a un thème de ce musée. C'est non seulement le thème de ce bâtiment mais aussi le thème en fait de tout l'entourage, le Kikar HaMuzika, la place en dehors avec les cafés, les restaurants et le thème, le sujet commun c'est en fait la musique. Et comment ça se fait qu'on a choisi la musique ? Ici, en fait, le but de notre musée, la vision, c'est d'unir, de connecter les gens qui viennent ici. Et on fait ça à travers les instruments de musique, les mélodies, les chants, les chansons. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrive à unir les gens ici. Ce musée, en fait, c'est un musée privé. Il y a un homme d'affaires qui est derrière tout ce projet-là. Et il a été fondé il y a 6 ans, alors il est assez nouveau. Et en fait, ici, on voit presque 300 instruments de musique dans ce musée. C'est assez incroyable, on rentre dans cet endroit comme dans un complexe totalement artistique, dénué du temps, le Kikar HaMuzika, des restaurants, une scène pour faire des spectacles, un auditorium en haut, et là, un musée avec des salles où en fait, chaque instrument nous raconte l'histoire d'un peuple à travers la musique d'une diaspora juive. Voilà. Donc dans cette salle, par exemple, par laquelle nous allons commencer, racontez-nous. Alors ici, en fait, on commence notre tour en Asie centrale. Et la tradition musicale des Juifs ici, elle était très riche. Et c'est en fait une des premières régions à laquelle des Juifs ont été exilés après la destruction du premier temple. Alors du coup, la musique, elle est très ancienne ici. Elle a été influencée par des instruments du temps de la Bible. Et du coup, alors on a toute cette tradition. Et peut-être, je vais commencer par vous montrer. Oui, là je vois un instrument assez incroyable. Ouais, voilà. Alors celui-là, en fait, il est très spécial. Il s'appelle santour. Et le santour, c'est un des instruments les plus anciens qu'on a ici au musée, environ 500 ans avant l'ère chrétienne. Et du coup, en fait, c'est un instrument de Perse. Alors ici, en Asie centrale, on a des pays alors, comme la Perse, l'Azerbaïdjan, Ouzbékistan, et les Juifs, ils habitaient dans ces régions-là. Et en fait, le santour, il apparaît déjà dans le livre de Daniel, dans la Bible. Et là-bas, il a le nom de psantérine. Voilà, et psantérine, c'est en fait l'ancêtre du piano, parce que psanter, en hébreu moderne, ça veut dire piano. Et du coup, en fait, cet instrument a été utilisé pendant le temps du temple. Alors, les Lévites, en fait, ils ont utilisé cet instrument pour donner l'inspiration aux gens, pour les relier et reconnecter à Dieu, à leur âme. Et du coup, c'était un instrument très central dans le service du temple. Vous êtes en train de nous dire, en quelque sorte, à quel point la musique est importante dans le judaïsme voilà. Et dans le fait que l'émotion puisse rentrer voilà. Dans l'âme d'un être humain. Voilà, voilà. Et la façon dont on joue à cet instrument, c'était en fait avec ces bâtons-là que vous voyez ici. Oui. Donc il y a des cordes, et bien qu'il y a des cordes, c'est pas un instrument à plaquer, en fait c'est un instrument à percussion. Alors c'est comme ça qu'on utilise avec ces bâtons, alors c'est ça qui est intéressant. Et cet instrument en fait, il est toujours, on joue toujours à cet instrument, même aujourd'hui. Alors c'était pas quelque chose qui existait depuis 2000 ans, c'était toujours aujourd'hui, c'est très en mode. Ici en Israël, il y a des musiciens qui jouent à cet instrument. Incroyable. Alors on continue, ici on a un autre instrument que j'aimerais bien vous montrer. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Et ça, c'est un instrument qui s'appelle kamanché. Et le kamanché, en fait, on a 2 sortes de kamanché. Un qui est de la région de la Perse et un qui est de la région du Caucase, Azerbaïdjan. Et ici, en fait, les Juifs qui habitaient ici, c'était quelques centaines d'années plus tard. Mais les Juifs au Caucase, il y avait une communauté très principale. Et ils s'appelaient les Juifs de montagne. Les Juifs qui habitaient là-bas, et ils avaient leur propre langue de Djohouri.
C'était en fait un mix de farsi arabe avec des mots hébreux dedans. Et eux, ils habitaient dans les montagnes, ils jouaient cet instrument-là. Alors cet instrument, vraiment, c'est un instrument qui exprime les émotions, le languis pour rentrer au pays d'Israël. Et c'est comme ça, en fait, les textes qu'il utilisait à cette époque. Et en fait, c'est le père du violon, d'instruments à cordes d'aujourd'hui. Vous savez qu'un de vos grands musiciens, qui s'appelle Marc Eliaou, Voilà. qui est très jeune, qui a un talent fou, joue de cet instrument. Voilà, exactement. Et c'est lui, en fait, c'est grâce à lui que cet instrument, il est très en mode ici en Israël. Si vous partez à l'école de musique ici à Jérusalem, il y a tout le monde qui veut jouer à cet instrument-là. Et même son père, Peretz Eliaou, lui, il est un master international de la musique de ces juifs de montagne du Caucase. Et c'est en fait le seul presque du monde. Et lui, il est parti là-bas pour enregistrer toutes les mélodies et les chansons que les Juifs là-bas en fait ont chantées dans cette époque. Ce qui est incroyable dans tout ce que vous dites, c'est qu'en fait, on a longtemps cru, pour les gens qui ne sont pas complètement professionnels de musique, que le violon était le symbole de la musique juive parce que ça a été très longtemps l'objet de musique clé par rapport à toutes les mélodies qu'on connaît, qui nous ont émus. Et en fait, à travers la visite de ce musée exceptionnel, on va découvrir en fait que chaque diaspora a son violon, quelque part. Voilà, exactement. Et chaque diaspora aussi a sa langue, comment exprimer, parce que les textes, comment on retrouve un thème commun entre les diasporas, le languis pour rentrer à la maison, la beauté de Jérusalem, c'est des choses qui reviennent à chaque fois, mais chaque diaspora a sa propre mélodie et de façon de comment exprimer ses émotions en fait. Voilà. Et alors, à propos de cet instrument, vous voyez ici un arc. Et c'est en fait un instrument qu'on pose pas sur les épaules comme un violon normal. En fait, on le pose sur les genoux. Oui. Et vous voyez ici que l'arc, il est un peu spécial. Oui, il est très détendu. Voilà, il est très détendu. Voilà, exactement. Et en fait, le musicien qui joue à cet instrument, c'est lui qui met la pression sur l'arc pour le... fixé comme ça, d'une manière qui puisse jouer sur cet instrument. Ici, vous voyez, ils ont couvert la boîte de résonance avec une peau d'un animal. C'est sublime. Voilà, c'est un animal, en fait, c'est d'un poisson. D'un poisson? Voilà. C'est une peau de poisson, ça? Voilà, une peau de poisson. Incroyable. Voilà. Alors, Nechama, nous sommes arrivés dans une nouvelle pièce qui est absolument sublime, qui est remplie de petits détails, de raffinement. Quand on voit le travail des appliques, quand on voit le travail de la menuiserie, les plafonds, c'est assez incroyable. Racontez-nous un peu ce que nous raconte en musique cette histoire de changer de pièce. On est dans une pièce qui décrit une autre région complètement? Voilà. Alors ici, en fait, on se retrouve au Maroc. Et d'abord au Maroc, on reçoit vraiment l'impression, ici on voit les plafonds et toute la décoration, qu'on se retrouve en fait dans une belle pièce, dans une maison d'une famille aisée au Maroc. Et pour donner un peu l'impression, comment les gens ils habitaient à cette époque-là. Et en fait, quand on parle des Juifs qui habitaient ici au Maroc, c'était une des communautés les plus grandes dans les pays arabes qui habitaient en fait ici au Maghreb. Oui. Et en fait, ils habitaient dans un ghetto qui s'appelait Mlach. Et c'est là-bas en fait qu'ils pratiquaient leur musique, qu'ils chantaient, qu'ils priaient ensemble. Et en fait, il faut comprendre que les Juifs du Maroc, ils sont arrivés au Maroc au XVe siècle après l'expulsion des Juifs d'Espagne. D'accord. D'ailleurs, par exemple, quand on dit
souvent on mélange le Maroc et l'Andalousie. Voilà. Pourquoi? Alors, en fait, l'Andalousie, c'est un pays voisin au Maroc. Oui, oui. Alors naturellement, il y a une influence de l'Andalousie aussi au niveau de la musique. Et en fait, les Juifs qui sont venus au Maroc, ils venaient presque tous de l'Andalousie, en fait, de cette région. On parle de quoi? Des Juifs de Tolède? On parle Voilà, de tous les Juifs Grenada, en général? Tolède, et toute la région de l'Andalousie, c'était au sud de l'Espagne. Et du coup, quand ils sont venus au Maroc parce qu'ils se sont enfuis des chrétiens en Espagne, alors ils ont amené en fait cette musique de l'Andalousie. Et c'était un peu différent de la musique qu'on entendait dans les rues ici au Maroc. Ici, on avait la musique du Maghreb, la musique arabe, la musique influencée par les Africains. Et du coup, en fait, ils ont amené cette musique de l'Andalousie qui était un peu différente. Alors, en fait, cette influence, c'était grâce aux Juifs en fait, qui venaient ici au Maroc. On sait que la musique juive religieuse avait une grande place. Ouais. Laquelle? Alors en fait, on entend cette musique dans la synagogue, des cérémonies religieuses, des mariages. C'est-à-dire qu'on prend toutes les prières, par exemple, et on Voilà. les musique? On met de la musique. Alors en fait, il faut comprendre qu'en Andalousie, il y avait des grandes familles de rabbins qui composaient de la musique, des piyutim, on dit ça, ou des piyut. Un piyut, on dit ça en hébreu. Vous pouvez dire ce que ça veut dire, piyut? Piyut, c'est en fait un texte Oui. religieux sur lequel il y a une mélodie. Il y a une chanson. Et en fait, par exemple, il y avait une famille qui s'appelait famille Abu Khatsera, qui habitait en Espagne. Le grand rabbin. Gros rabbin, voilà. Et c'est eux, par exemple, qui ont composé ces textes et cette musique en Andalousie. Et ils ont amené ça au Maroc. Alors, à la synagogue, on entend ça. Le Shabbat, on entend ces mélodies-là. C'était, à votre avis, pour mettre un rite maroco-andalousien, ou plutôt pour essayer, à travers les prières, d'amener de la joie dans la religion? Je pense que c'est les deux. Parce que le chant et la musique, ça nous amène la joie et aussi ça nous lien à notre identité. Oui, totalement. Tout de suite. Voilà. Tout de suite. Et en fait, c'était ça aussi le but. La communauté juive au Maroc, elle était très attachée à leur tradition. Ils étaient aussi en contact avec les rabbins en Europe en général. Alors il y avait toujours le lien et que, en fait, on est un peuple juif et on reste ensemble. Et c'est à travers la musique aussi qu'on l'exprime. On a de la chance aujourd'hui d'avoir ce musée pour nous, de découvrir ces pièces qui sont comme sur une map monde géographiquement, nous montrent toutes les régions et à la fois l'immigration de tous ces peuples juifs et de toutes ces diasporas avec l'évolution de leur musique et de leur mélodie intérieure. Et pour ça, on a même la chance aujourd'hui d'avoir un musicien qui s'appelle Asher, c'est ça? Voilà, il s'appelle Asher et il va nous donner une interprétation d'une mélodie de cette région-là marocaine. Merci. Un des deux instruments, j'ai cru reconnaître qu'il était là.
Voilà, exactement. C'est un instrument qui s'appelle le ney. Et en fait, c'est une sorte de flûte de bambou. Et en fait, c'est un des instruments que les Juifs ils ont amenés d'Andalousie, en fait, de cette partie de la région. Et en fait, c'est un des instruments aussi qu'on connaît de la Bible. Et c'est pendant la période de la Mishnah que les Juifs ils habitaient ici en Israël. La Mishnah, vous pouvez nous expliquer pour tous les spectateurs qui connaissent pas? Oui, alors la Mishnah, sur la Mishnah, on connaît le Talmud. Alors, il est basé sur la Mishnah. En fait, c'était des textes de lois religieux en fait des Juifs. Alors, pendant la période de la Mishnah, alors les Juifs ils habitaient ici en Israël, et quand ils venaient à Jérusalem pour les fêtes, alors ils ont amené des instruments en route pour jouer en route, pour être joyeux en route. Et c'est un des instruments qui a écrit là-bas. Et en hébreu, on dit ça Khalil. Et c'est ça, en fait, qui est un des instruments qui est écrit dans la Mishnah. Et c'est celui-là, le ney, et qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. J'ai une petite question. Est-ce que les deux artistes qui viennent de jouer le morceau sont des religieux? Oui, ils sont. On le voit, ils ont une kippa sur la tête, et oui, ils connaissent en fait toutes les traditions en fait musicales de ces régions. Et aujourd'hui, est-ce que la nouvelle génération, pas religieuse, joue de ces instruments? Ah oui, tout à fait. C'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que la musique rassemble. Voilà. Ça unit tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que quand on vient dans ce pays, souvent, on a quelque chose d'incroyable, c'est que le vendredi, avant l'entrée de Shabbat, devant la mer ou devant certains monuments, on voit des gens de toutes les religions jouer de la musique avec les gens qui s'arrêtent et qui dansent jusqu'au moment où le soleil rentre dans l'eau et annonce le début du Shabbat. Donc en fait, on pourrait dire que la musique c'est la paix, non? Ouais, on pourrait dire ça, ouais. Alors ça c'est le ney. Quels sont ces autres instruments, si vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Oui, alors en fait ici au Maroc, un des instruments les plus importants, c'est des tambourins de toutes sortes. Alors ça c'est des petits bongos, on a aussi des grands sur l'autre côté de la salle. Les bongos, c'est l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler la derbouka en Tunisie? Ouais, voilà. Et ça c'était très connu ici, en fait c'était l'influence plutôt africaine ici dans cette région. Mais il y a aussi un tambourin que l'on connaît en fait aussi des histoires de la Bible. Et en fait, on connaît l'histoire de Myriam, la prophète Myriam, qui a joué à un tambourin. Oui. Et c'est elle, en fait, qui a joué à cet instrument. Et du coup aussi, c'est un des instruments les plus anciens qu'on connaît dans la tradition juive. J'aimerais bien que vous me parliez des deux instruments qui sont en dessous. Voilà, ok. Alors, cet instrument que vous voyez ici, c'est un instrument qui s'appelle Sintir Ajouj. Et le sintir ajouj, en fait, c'est un instrument qu'on connaît vraiment du Maghreb. Alors, c'est l'influence arabe qui est dans cette région au Maroc. Et le sintir ajouj, vous voyez, il est magnifique. C'est sublime. Voilà. C'est peint, c'est quoi? Non, c'est pas peint, c'est le mosaïque, en fait, avec du bois. Et en fait, c'était vraiment des artistes dans cette région. Et le sintir ajouj, en fait, jouj au marocain, c'est-à-dire deux. Et comment ça se fait que c'est deux? Parce qu'il y a deux manières de jouer à cet instrument. Alors d'abord, vous avez des cordes ici qui, en fait, c'est des matériels d'animal en fait qu'ils ont utilisés à cette époque. Oui. Alors il y a des cordes et ici, en fait, il y a la peau d'un chameau. Et il y a deux manières de jouer à cet instrument. Alors c'est ou à plaquer ou à percussion en même temps. Alors en fait, il y a deux styles. Normalement, on s'assoit en fait en famille, avec des copains, des amis, par terre, et on joue ensemble, on prie ensemble, on étudie ensemble, et les instruments, ils nous accompagnent en fait pour nous montrer, pour nous enseigner toutes les lois, les histoires, quoi que ce soit. C'est beaucoup joué ces instruments? Oui, tout à fait. Alors au Maroc aujourd'hui, certainement, c'est toujours un instrument qui est toujours joué, le sintir ajouj, et aussi on le voit dans d'autres parties du monde. Ouais. Mais c'est très marocain. Ouais. Alors celui-là, il s'appelle djimbri, et en fait, ce qui est très unique à cet instrument, vous voyez, en fait, il n'y a pas normalement à la guitare, on voit des frettes qui sont collées à la nuque de l'instrument. Et ici, en fait, on n'a pas ce cas-là. C'est pour ça qu'on peut glisser les doigts sur les cordes. Et c'est comme ça qu'on peut accorder l'instrument à une gamme très, très spéciale qui est connue aussi dans tout le monde oriental, une gamme qui s'appelle makam. Et makam, en fait, ça vient du mot makom,
et makom, en fait, et makam en arabe, c'est-à-dire la place. C'est-à-dire que la musique, elle est censée d'exprimer une place dans l'âme ou dans le cœur de la personne, et c'est comme ça qu'on joue à cet instrument-là. C'est très très beau, et c'est très très poétique. Et c'est incroyable parce qu'on ne regarde plus l'instrument de la même façon en fait. Voilà. Alors vous vouliez nous montrer l'autre partie de la pièce? Ouais. On peut y aller? Alors voilà, cet instrument, en fait, il s'appelle carcap. Et en fait, il ressemble à des castagnettes qu'on connaît d'Espagne. Et les carcaps, en fait, ils appartiennent à un tribu africain qui s'appelle Ganawa. Et ils sont toujours au Maroc aujourd'hui. Je suis certaine que vous avez entendu des Ganawa. La musique Gnawa, on en entend beaucoup à Essaouira. Il y a d'ailleurs un festival de musique Gnawa depuis des années. Voilà, exactement. Et en fait, les Juifs qui sont arrivés au Maroc de l'Andalousie, le Shabbat, alors normalement le Shabbat, on n'a pas le droit de jouer à des instruments de musique, mais comme ils voulaient quand même chanter et recevoir en fait toute l'atmosphère de la musique, ils appelaient au Ganawa, ils disaient vous jouez le Shabbat et nous on chante en même temps. Alors c'était ça en fait ce lien de la musique et des castagnettes, et c'est jusqu'à aujourd'hui alors en fait qui joue aussi parmi la communauté juive au Maroc. Alors ça c'est les castagnettes. Qu'est-ce que vous avez derrière vous là qu'on voit qui est très beau? Ça? Oui. Alors ça c'est un tambourin. Alors en fait dans cette région-là, voilà, il est assez grand. Le travail est incroyable. Oui, le travail est incroyable. Et dans cette région, on a beaucoup de sortes de tambourins. Alors, on a celui-là, par exemple, ou on a celui-là. On a toutes sortes d'arboucotes que vous voyez ici. Et comment ça se fait que les tambourins sont tellement importants dans cette région? C'est parce qu'on n'a pas de chef d'orchestre. Alors du coup, la personne qui joue au tambourin, c'est lui qui donne le rythme. Et c'est pour ça que dans tout ensemble de musique, même si on joue qu'avec la famille, comme vous voyez ici sur la peinture derrière, c'est la personne qui joue au tambourin qui est le plus important. Et c'est pour ça en fait qu'il aime décorer. C'est-à-dire que les baguettes du chef d'orchestre sont l'équivalent du tambourin au Maroc. Voilà, voilà, tout à fait. Si on pouvait résumer cette pièce maroco-andalousienne, c'est de la musique nostalgique, festive, apaisante, les trois en même temps, une plus que l'autre? Alors je pense que c'était vraiment la musique liée à la tradition. Alors du coup c'était festif, oui, pour les mariages, à la synagogue, mais c'était aussi pour exprimer des choses plutôt tristes, émotions tristes. Par exemple, il y a toutes sortes de fêtes dans le judaïsme. Il y a des fêtes qui sont joyeuses, il y a des fêtes qui sont un peu moins joyeuses, des jeûnes par exemple. Et en fait, la musique, elle nous accompagne à travers toutes ces fêtes-là. Et du coup, il y a de tout au Maroc, mais vraiment, il faut comprendre que les mélodies des Juifs du Maroc sont par exemple très différentes de la communauté d'Irak. Alors, si vous rentrez dans une synagogue du marocain et vous commencez à chanter d'une chanson des Juifs d'Irak, alors ça va pas du tout. C'est pas la même chose. C'est pas le même rite. Voilà, c'est pas le même rite. Et ils ont vraiment des lois très spécifiques, mais très divers aussi. C'est un monde très très riche de mélodies et de traditions musicales très anciennes. Voilà. On a d'autres pièces à visiter? Ouais, tout à fait. Allons-y alors. Nechama, nous avons complètement changé d'univers. On est dans quel esprit, dans quelle région, dans cette pièce? Voilà, alors on a vraiment changé de monde ici et on se retrouve en Europe. Et ici en Europe, tout à fait, on reçoit en fait l'impression qu'on est dans un monde culturel très différent de ce qu'on a vu dans le monde oriental, et aussi en rapport avec les traditions musicales des Juifs, la communauté juive. C'était très différent ici. D'abord, beaucoup plus tard. Alors on parle, les premiers Juifs, ils habitaient en Europe au IXe siècle, autour du Rhin, ils se sont installés. Et en fait, au 9e ou 10e siècle, le centre du monde était plutôt au monde oriental. Alors le Maroc, l'Espagne, l'Irak, c'était là-bas en fait que la culture elle existait. Et en Europe, le Moyen Âge, c'était un âge très très sombre. Alors toute la musique à cette époque-là, elle était une musique plutôt simple,
sombre. Les gens, ils étaient vraiment occupés de survivre. Et aussi au niveau, en fait, la communauté juive qui était là-bas, c'était la même chose. Et c'est en fait beaucoup plus tard que le développement de la communauté juive a été fait ici. Et par exemple au XVe siècle, alors les Juifs ils habitaient en Allemagne, en Angleterre, en Italie, et la musique qui existait ici dans les communautés juives, c'était d'abord la musique klezmer et la musique des chassidiques, en fait les nigunim, c'est-à-dire les chants, et aussi en fait toute la musique qu'on entendait à la synagogue aussi. C'était différent de la musique qu'on entendait au Maroc, mais quand même plein d'émotions et une musique très importante dans ce site. On a changé complètement même de couleur. On n'a plus de dessin du tout sur les instruments, on n'a plus de mosaïque, on n'a plus de ruban. On est sur des matières, je dirais, brutes. Le bois, le laiton. Expliquez-nous ce que, pour vous, ça a comme différence, même au niveau des sonorités musicales. Ouais. Alors, il faut comprendre que vraiment la gamme ici en Europe, c'est une gamme différente. Ce qu'on avait, alors il n'y avait pas le makam qu'on disait avant. Et le makom. Voilà, makom. C'est la gamme en fait européenne, c'est-à-dire qu'il y a deux gammes, mineure et majeure. Et c'est comme ça en fait qu'on joue aux instruments. Et c'est pour ça aussi que la structure elle est plutôt rigide. Tout est bien structuré. Il y a des lois pour chaque chose. Il y a un chef d'orchestre, il y a un orchestre, un ensemble. Il y a beaucoup de musiciens qui jouent ensemble. Alors c'est un autre art, c'est un autre style qu'on connaît en fait ici en Europe. Là, tous les instruments qui sont exposés sont moins familiers. C'est-à-dire que tout d'un coup, là, on a une contrebasse. Ouais. Et là, on a des instruments qu'on connaît moins, ou même par leur forme, par tout ce que ça implique. Pour vous, en fait, est-ce que ça a la même consonance, autant pour les Européens que pour les Orientaux, le fait de réchauffer les âmes, de réparer, de se rassembler par la musique chez les Européens? Alors, il y a aussi, je ne sais pas si c'est l'idée de rassembler les gens, mais c'était tout à fait aussi pour exprimer une émotion. Ça, c'était très important. On voit aussi, par exemple, dans la musique klezmer, alors, vous connaissez, il y a l'instrument comme la clarinette, l'accordéon, le violon, et en fait, tous les bruits qu'on entend dans la musique klezmer, c'est les bruits du quotidien d'une personne qui habite, par exemple, à l'Europe de l'Ouest, dans ce siècle. Et du coup, on entend peut-être la poule, ou on entend l'âne. Alors, tous les bruits, en fait, de la journée quotidienne des gens qui habitaient là-bas. On peut dire que les premiers sionistes ont été des Ashkénazes. Ouais. Ont-ils influencé la musique qu'on écoute aujourd'hui quand on parle des films de la Shoah, comme La Liste de Schindler, comme des films comme ça? Oui, alors tout à fait. En fait, quand l'État d'Israël a été fondé en 1948, vraiment la plupart des gens qui venaient ici, c'était des Ashkénazes, c'est-à-dire des gens qui venaient d'Allemagne après la Shoah. Alors c'est vrai que eux, ils avaient une importance au niveau musical. Alors même la musique de l'armée d'Israël, en fait, c'était plutôt européen. La musique klezmer, la marche, tout ce style-là de musique, ils ont beaucoup influencé. Je disais que les premiers 50 ans, c'était ça, tout le monde voulait être européen, tout le monde voulait être américain. Alors le monde oriental, vraiment, c'était à l'écart. Et c'est juste, en fait, les dernières 10 ans, je disais 20 ans, que le monde oriental, il revient aussi dans la culture juive israélienne d'aujourd'hui. Et vous pensez que ces mêmes Ashkénazes ont été eux-mêmes influencés par la musique israélienne que l'on connaît, que l'on écoute aujourd'hui? Alors, ils ont été, avec le temps, ils ont été influencés parce qu'ils rencontraient d'un coup un juif du Maroc et un juif d'Irak. Et d'un coup, il y avait une communication. Alors, on entendait des musiques qui sont différentes. Et avec le temps, je pense, aujourd'hui, vraiment, on voit ce lien, en fait, qu'on a une pièce de musique dans laquelle on entend des sons et des mélodies orientales et en même temps aussi avec des instruments de l'Occident. Alors, vraiment, il y a comment on dit ça?
Il y a ce lien en fait qu'on trouve ici qui est très, très spécial ici en Israël, je disais. Et vous pensez que donc la richesse de ce pays comme de cette identité, ça vient, comme vous venez de dire, c'est-à-dire du mélange Voilà. mélange de tous ces gens qui se retrouvent sur la même terre, Voilà. avec les mêmes origines, Voilà. mais pas forcément du même endroit, Voilà. et qui partagent et qui mettent tout ça au milieu. Voilà, voilà, tout à fait, exactement. Et c'est ça ce qu'on voit parmi aussi les musiciens jeunes qui habitent ici. On voit ce mélange en fait. Tout le temps. On voit par exemple, il y a un musicien qui s'appelle Omri Mor, et lui, il joue au piano. Alors il vient du monde classique et du blues et du jazz, mais il amène aussi la musique d'Andalousie, arabe, et du coup, en fait, il fait un mélange des deux, et c'est quelque chose de très spécial. On ne voit pas ça dans des endroits. Oui, on peut même parler de Idan Rachel qui aujourd'hui se mélange sur scène avec des Éthiopiens, des Espagnols, des Yéménites, et avec lequel son projet s'appelle Les Musiques du Monde d'ailleurs, qui sont créées ici en Israël. Voilà, un mélange culturel très, très unique en fait. D'autres trésors se trouvent dans les pièces d'à côté. Vous allez nous les faire découvrir? Oui, tout à fait. Alors on y va. Nechama, dans quelle région du monde nous trouvons-nous? Alors ici, on se retrouve dans les pays du Balkan. Alors on a donc la Turquie, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie. Et en fait, les Juifs qui arrivaient ici, ils venaient eux aussi, comme les Juifs du Maroc, ils venaient de l'Espagne. Et ils sont arrivés ici et ils parlaient la langue de ladino, qui est en fait une langue, un mélange entre l'espagnol et l'hébreu. Voilà. Celle des Juifs de Tolède aussi. Voilà. Ces communautés qui ont été décimées pendant la Shoah, que restait-il de leur musique? Alors, vous vous étonnez, en fait, il en reste de cette musique-là. Par exemple, la musique klezmer, qu'on a vue aussi en Europe. Oui. Aussi au Balkan, en fait, c'est une musique qui est influencée par la musique klezmer, dire en fait par la musique des Tziganes qui habitaient à l'Europe de l'Ouest, à Bulgarie. En fait, il y a une grande influence de musique klezmer, et du coup, c'est ça, au fait, la musique du Balkan. Comme il y a aussi le pays, la Turquie, alors il y a une influence un peu orientale aussi, mais pas à ce point-là comme on voyait au Maroc. Contrairement aux autres diasporas, les femmes chantent. Quelle place elles ont dans la religion, dans la société de ces diasporas-là? Alors c'est vrai qu'ici, par exemple en Grèce, la musique de la taverne, on entend les femmes qui chantent, mais au niveau des communautés juives traditionnelles, encore une fois, c'est comme dans les autres communautés, c'est-à-dire que les femmes, ils chantent pas ensemble avec les hommes, ils chantent à part entre eux. Alors c'est ça en fait, mais je suis sûre qu'il y avait une place, c'est-à-dire la femme, elle avait une place dans la religion et dans la tradition de la musique aussi dans cette époque. La musique des Balkans a-t-elle aujourd'hui, selon vous, une influence en Israël? Alors, comme on disait avant, il y a un mélange ici. En fait, une rencontre entre les différents pays ici en Israël. Et du coup, il y a aussi la musique du Balkan, elle est représentée. Par exemple, il y a un musicien qui s'appelle Shem Tov Levi. Et lui, il est très, très connu ici. Et c'est lui qui amène en fait la musique du Balkan. On continue? Allons-y. Nous sommes dans un univers encore complètement différent. Où sommes-nous? Alors nous, on se retrouve au Yémen. Alors vous voyez en fait une salle assez petite. Oui. Et en fait, l'histoire des Juifs du Yémen, c'est une histoire très particulière. Les Juifs du Yémen, en fait, ils sont arrivés au Yémen il y a 2500 ans, pendant le premier temple. Et du coup, en fait, c'était des Juifs qui étaient appartenant à des communautés très fermées, très attachés à leur tradition, à la loi de la Torah. Et en fait, quand eux, ils entendaient que le temple et Jérusalem a été détruit, ils ont pris sur eux les lois du deuil. Ils ont dit qu'ils vont plus jamais jouer à des instruments de musique parce que tout le centre de musique et d'inspiration, ils recevaient en fait de Jérusalem. Et du coup, il n'y avait pas ça, ils étaient détruits. Et du coup, ils pouvaient plus, ils n'arrivaient pas à jouer à des instruments de musique. Et c'est pour ça en fait qu'ils jouaient à un instrument qui a l'air de cette manière ici. Pouvez-vous, avant de nous montrer les instruments, nous parler un peu de la musique yéménite, les sonorités? Voilà. Alors la musique yéménite, quand on parle de la communauté juive, en fait, comme ils n'utilisaient pas des instruments de musique, ils chantaient.
Alors en fait, c'était toujours cette tradition qu'il y a un rabbin ou la personne qui chante à la synagogue, lui, il chante et tout le public en fait répond. Et c'est en fait cette manière aussi, comme une sorte de communication en fait. Et c'est ça en fait leur pratique. Alors on dit que la voix des Juifs du Yémen, c'est une voix très très belle. C'est ce qu'on dit. Parlez-nous des instruments. Là, je vois, c'est un tanak. Voilà, c'est un instrument qui s'appelle tanaké et vous voyez tout de suite en fait que c'est un instrument très particulier. Il a l'air en fait comme une sorte de boîte de conserve et c'était vraiment ça l'outil de cet instrument. Il mettait peut-être à manger dedans des concombres ou quoi que ce soit et en fait il utilisait ça pour montrer leur deuil. Ils utilisaient ce tanaké là que vous voyez ici. Et sur ces chants dont vous nous parlez, c'est exclusivement les hommes ou les femmes aussi peuvent chanter? Alors, la plupart, quand on parle de chants traditionnels religieux, alors les hommes et les femmes, ils chantaient à part. Il n'y avait pas de connexion entre eux. C'est-à-dire que quand les femmes, ils chantaient à la maison, autour de la table de Shabbat ou entre eux, et les hommes, c'était quelque chose à part. Là, je vois qu'il y a un mozanko éthiopien, c'est une sorte de violon. Voilà, alors ça c'est un violon que les Éthiopiens ils ont amené. Il est très particulier parce qu'en fait il a qu'une corde, une seule corde. Et l'archet que vous voyez ici aussi il est très très simple. Et c'est incroyable quelle sorte de mélodie on peut faire sortir de cet instrument à une corde. Et aussi utilisé, on avait dit avant, Idan Reichel, c'est un des musiciens les plus connus ici en Israël. Et lui il utilise aussi cet instrument. Il travaille ensemble avec les Éthiopiens aussi pour leur donner une voix ici en Israël. Et ce qu'on voit là, c'est aussi des instruments assez particuliers, assez singuliers. Oui, voilà, il y a le krar, ça aussi c'est une sorte de harpe éthiopien aussi. Et on voit ça aussi dans des fêtes éthiopiennes, ils utilisent cet instrument. Ils jouent à cet instrument. Merci. On passe à d'autres univers voilà, encore. Exactement. Nous sommes donc dans la dernière pièce de ce musée, la pièce des Juifs d'Irak. C'est une des plus anciennes de la région, les musiciens. Les Juifs ont connu un âge d'or, notamment à Bagdad, c'est ça? Voilà, exactement. Alors en fait, ici, les Juifs qui arrivaient en Irak, ils venaient d'origine, c'était en fait le premier exil après la destruction du premier temple. Alors c'est la Babylonie, en fait, on dit ça, l'exil de Babylonie. Et en fait, les Juifs étaient très connus pour être des musiciens dans cette époque, dans cette région, notamment à Bagdad. Et même ils ont fondé en fait un orchestre pour des musiciens aveugles. Et c'était connu en fait que les Juifs ils ont fondé cet orchestre. Et aussi il faut comprendre qu'à cette époque être musicien c'était pas très prestigieux. Et du coup comme les Juifs ils étaient là-bas, ils étaient pas très reconnus du monde à cette époque. Et du coup c'est ça ce qu'ils faisaient, c'était leur profession. Mais c'était connu en fait que les Juifs ils étaient vraiment des musiciens très particuliers. Quel genre de musique en Irak on pouvait entendre dans la musique de la communauté juive? C'était plutôt des musiques festives, des musiques religieuses, sorties de prières, de la poésie? Voilà, alors c'était festive, plutôt sortie de la prière. C'est quand même connu que la musique d'Irak, c'était une musique un peu plus de nostalgie, un peu plus triste. Mélancolique? Mélancolique, voilà. Alors c'est pour ça en fait que cette période-là, en fait, on connaît les gens qui venaient en Israël d'Irak. C'est ça, c'est les mélodies en fait plus mélancoliques qu'ils amenaient, voilà. Quels sont les instruments typiques et principaux des Juifs d'Irak? Voilà. Alors on a celui-là, il s'appelle oud, c'est un des plus anciens instruments qui vient en fait d'Irak.
C'est un instrument arabe. Et du coup, en fait, les Juifs qui étaient là-bas, ils jouaient à cet instrument. Et ici, en Israël, en fait, cet instrument, il est arrivé par un musicien qui s'appelle Yair Dalal. Et en fait, au début, quand il a pris cet instrument, il est arrivé il y a peut-être 60 ans ici. Les gens l'ont regardé, ils n'ont pas compris c'est quoi cet instrument-là. Et petit à petit, en fait, cet instrument est devenu plus populaire ici en Israël. Et en fait, c'est un instrument assez mystique. C'est-à-dire qu'à l'époque, le musicien qui utilisait cet instrument, c'était une sorte de docteur, en fait, de médecin. C'est-à-dire que quelqu'un qui était malade, il n'allait pas chez le médecin pour recevoir un médicament, il partait chez le musicien qui jouait à l'oud. Il avait un oud très particulier avec 4 cordes, chaque corde avait une autre couleur. En fait, c'était le feu, l'eau, l'air, alors les 4 éléments, voilà. Alors, il a compris que, en fait, chaque maladie qui se trouve dans le corps de la personne, c'est en rapport avec un état émotionnel de l'âme. Et du coup, il a compris, en fait, il faut l'équilibrer, cette personne. Et c'est pour ça qu'il jouait à l'élément qu'il fallait à cette personne. Et c'est comme ça qu'il a guéri au final. Tout dans l'oreille, en fait. Voilà, par la musique. Et c'est cet oud qui est très connu aujourd'hui aussi en Israël et dans le monde arabe en général, en Israël aussi. Et vous voyez ici en fait le trou dans la boîte de résonance. Il y a une décoration et on appelle ça l'âme de l'instrument. Et chaque oud a une autre décoration. Alors vous voyez que vraiment chaque âme, elle est très particulière. Elle a une autre décoration. C'est très 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 poétique. Voilà. Y a-t-il un autre instrument ? Voilà, alors vous voyez ici un instrument qui s'appelle kanoun et c'est un autre instrument qui vient de cette région. En fait, c'était connu qu'en Irak, il y avait une délégation de musiciens qui partenaient en fait, qui faisaient partie des compétitions de musique dans le monde arabe et c'était connu qu'il y avait toujours des musiciens juifs qui venaient en fait d'Irak, même au 19e siècle. Et en fait, cet instrument faisait partie de cette délégation. Et c'est un instrument kanoun en arabe, c'est-à-dire loi. C'est-à-dire que dans chaque orchestre, le kanoun nous donne le rythme. C'est lui qui est l'instrument important. Et en fait, il faut être assez doué pour savoir jouer cet instrument. Parce que vous voyez, non seulement c'est un instrument à plaquer, c'est en même temps, vous avez ici des pièces en métal que pendant qu'on joue à cet instrument, il faut les élever. Et c'est comme ça que la corde aussi s'élève et c'est comme ça qu'on change la gamme pendant qu'on joue et c'est donc un instrument que c'était connu qu'il y avait des musiciens vraiment aveugles qui jouaient à ce kanoun-là que vous voyez ici et c'est un instrument très populaire en Israël. Vous allez à des concerts aujourd'hui, il y a toujours un kanoun, on le pose normalement sur une table et une mélodie très, très agréable à l'oreille. Pareil, il arrive que les jeunes générations jouent de cet instrument ? Tout à fait. On le voit de plus en plus. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Merci Nechama. Avec plaisir. Merci pour ce grand voyage à travers la musique, à travers ce musée de la musique hébraïque au cœur de Jérusalem, dans ce Kikar HaMuzika. C'est impensable de voir que chaque diaspora, que chaque communauté avait ses instruments, avait ses rites, avait sa façon de pratiquer la religion en musique, avec une spiritualité totalement personnelle et donc totalement universelle. C'est d'une poésie et c'est d'une réparation de l'âme assez incroyable. Merci. Merci beaucoup pour ce moment exceptionnel et de nous avoir éclairés sur toutes ces diasporas. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt.